président de l'Assemblée nationale. Merci. Monsieur le représentant des partis politiques, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectives, la pause est faite. Après cette première partie du programme, l'intervention reviendra à 14 heures. Sans plus tarder, nous allons inviter M. le représentant de la FAO pour son allocution. Restera à jamais gravé dans l'histoire des parlements de la RDC. L'organisation de ce forum témoigne de la volonté manuelle de votre pays à contribuer significativement à l'élimination de la faim et de la malnutrition sous toutes ses formes d'ici 2030. Excellences, Messieurs les honorables présidents, Mesdames et Messieurs, le combat contre la faim et la malnutrition est légitime, car l'article 25.1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies, reconnaît le droit à l'alimentation comme un droit fondamental. En effet, la sécurité alimentaire et nutritionnelle existe lorsque tous les êtres humains ont, à tout moment, un accès physique, social et économique à une nourriture saine et consommée en quantité et en qualité suffisante pour satisfaire leurs besoins énergétiques et leurs préférences alimentaires. Elle est supportée par un environnement adéquat en termes d'assainissement, de services de santé et de soins permettant de mener une vie saine et active. Or, dans beaucoup de pays, la situation de la sécurité alimentaire est peu reluisante. Et cet objectif est loin d'être atteint. De ce fait, il est urgent de mettre en place et de renforcer les synergies pour renverser cette tendance. Dans ce cadre, les différents engagements renouvelés des pays africains à lutter contre la faim, à travers la déclaration de Maputo de 2003, celle de Malabo de 2014, les objectifs de développement durable de 2016 et les autres déclarations internationales et régionales orientent les actions à mener au niveau régional et national. Si ces engagements sont connus par une législation efficace, les avantages économiques, sociaux et culturels futurs pour le continent sont évidents. La situation de la sécurité alimentaire et nutritionnelle en République démocratique du Congo reste préoccupante depuis plus de 3 décennies. On observe une prévalence du retard de croissance avec des conséquences importantes sur le développement cognitif des enfants, sur le capital humain et la productivité économique du pays, évaluée à plus de 40%. La prévalence de la malnutrition aiguë, évaluée actuellement à 8%, touche environ 2 millions d'enfants de 6 à 59 mois. Les derniers résultats des analyses du XXe siècle du cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire IPC montrent qu'en 2022, environ 27 millions de personnes sont en insécurité alimentaire en RDC. Et si rien n'est fait en urgence, la situation risque effectivement de s'aggraver. Maintenant, nous allons nous poser la question, pourquoi une journée
de sensibilisation parlementaire sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Alors, dans le cadre de son mandat, la FAO s'est engagée sur le plaidoyer auprès des parlementaires afin qu'ils jouent un rôle plus accru dans la lutte contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle, dans le but de contribuer à l'atteinte du défi fin zéro d'ici 2030 et du développement inclusif et durable de la République démocratique du Congo. Comme nous le savons, le Parlement est le garant des engagements politiques et économiques pris par les États. En effet, l'expérience a démontré que les programmes de lutte contre la malnutrition, soutenus par un cadre législatif adéquat, ont entraîné une amélioration considérable des indices de malnutrition. Les parlementaires sont les mieux placés pour porter la question de la sécurité alimentaire et de la nutrition au sommet des priorités politiques et de développement social et économique, compte tenu de leurs responsabilités législatives, budgétaires et de contrôle. Il est clair que les dispositions constitutionnelles faisant allusion à une alimentation adéquate ne suffisent pas à elles seules à garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle et l'éradication de la faim dans un pays. Cependant, la reconnaissance explicite et détaillée du droit à l'alimentation peut apporter une contribution importante, en particulier si des dispositions sont également prises à travers des lois d'application telles que des lois cadres en matière de sécurité alimentaire et de nutrition et des lois sectorielles complémentaires. Cette reconnaissance constitutionnelle du droit à l'alimentation aidera le gouvernement à établir un cadre juridique approprié, à définir des priorités d'action, à fournir des garanties contre les mesures rétrogrades et à mieux faire connaître la sécurité alimentaire et nutritionnelle en tant que droit humain pour tous. C'est la raison pour laquelle je pose de la capacité à fournir un espace dédié au processus législatif qui veille à garantir le droit à l'alimentation. Encourager la participation, mettre en relation les parties prenantes intéressées, améliorer la transparence et promouvoir le soutien technique et la sensibilisation du domaine. La FAO, en partenariat avec le PAC, l'OMS et l'UNICEF, s'engage à renforcer les capacités des parlementaires sur la situation de la sécurité alimentaire du pays. C'est ce qui justifie l'organisation de cette journée, en collaboration avec le réseau des alliances parlementaires de l'Afrique centrale pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle, l'Alliance parlementaire du Gabon, l'Alliance parlementaire du Congo, Brazzaville, et le bureau de la FAO pour l'Afrique centrale. Une présentation conjointe des agents du système des Nations Unies sera faite aux parlementaires afin de leur permettre de comprendre non seulement les notions de sécurité alimentaire et nutritionnelle, mais également la situation spécifique de la RDC et le rôle qui est attendu des parlementaires congolais pour contribuer à l'atteinte de l'objectif de fin zéro d'ici 2030. Les parlementaires seront sensibilisés sur l'importance des alliances parlementaires de lutte contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au niveau national, au niveau sous-régional et au niveau mondial. Cela leur permettra de susciter l'engagement pour la mise en place de l'Alliance parlementaire de sécurité alimentaire et nutritionnelle de la RDC avec des instances de direction et d'animation. Au terme de cette journée, il est attendu qu'un comité mixte paritaire soit mis en place par les parties prenantes avec différentes conditions pour assurer l'organisation, la facilitation et le suivi de tout le processus, y compris la mise en œuvre des recommandations issues de cette année. Enfin, un plan d'action pour l'Alliance parlementaire devra être élaboré afin de baliser son fonctionnement et atteindre les objectifs escomptés. Comme nous le constatons,
les travaux de ce jour sont d'une importance capitale et nécessitent un engagement fort de toutes les parties prenantes afin d'atteindre les objectifs que nous nous sommes assignés. Je tiens pour terminer à remercier ici les honorables présidents des deux chambres pour leur implication totale, sans laquelle ces travaux n'allaient pas se faire. Nos remerciements s'adressent également aux autres agences des Nations Unies pour l'engagement à accompagner les parlementaires dans la lutte efficace contre l'insécurité alimentaire pour l'intérêt du Congo et du peuple congolais. Je vous remercie pour votre aimable attention. Représentant du président du Sénat, honorable vice-président de l'Assemblée nationale de la République gabonaise, honorable vice-président du Sénat de la République du Congo, honorables députés et sénateurs, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, monsieur le secrétaire général de l'Alliance parlementaire pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle, monsieur le représentant des agences spécialisées du système des Nations Unies en République démocratique du Congo, mesdames et messieurs les membres de la délégation, distingués invités, c'est avec un réel plaisir et empressement que je prends la parole ce jour au nom des honorables présidents de deux chambres du Parlement de la République démocratique du Congo, à l'occasion de la journée de sensibilisation de parlementaires, l'élaboration des textes statutaires et du lancement de l'Alliance parlementaire pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle en République démocratique du Congo. Je voudrais donc, de prime abord, m'acquitter d'un devoir agréable, celui de souhaiter, au nom des honorables présidents de nos deux chambres du Parlement et au mien propre, une cordiale et chaleureuse bienvenue et un agréable séjour aux honorables vice-présidents de l'Assemblée nationale de la République du Congo et de son collègue du Sénat et de celui de la République gabonaise, ainsi qu'à toutes les délégations qui ont accepté d'honorer notre Parlement en faisant les déplacements de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, et de la rumba congolaise pour rehausser de leur présence cette journée. J'ai saisi cette opportunité pour féliciter Monsieur le Président en exercice et Monsieur le Secrétaire général de l'Alliance pour le choix porté sur le thème de cette journée, à savoir la sensibilisation des parlementaires pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle et pour les efforts déployés afin d'amener nos gouvernements à mettre en œuvre
les politiques nationales à même de garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans notre sous-région de l'Afrique centrale. Cet engagement traduit la ferme volonté des parlementaires de soutenir et de promouvoir la mise en œuvre des engagements pris dans le cadre de la déclaration de Malabo de 2014, de la conférence internationale sur la nutrition tenue en 2014, de la 4e conférence mondiale des présidents des parlements tenue à New York du 31 août au 1er septembre 2015, en prévision de l'adoption en 2015 du nouveau programme des Nations Unies sur le développement durable à l'horizon 2030 et du premier sommet mondial des parlementaires tenu à Madrid en 2018. Pour votre gouvernement, dans le cadre de la mise en œuvre de la résolution adoptée l'insécurité alimentaire et d'atteindre l'objectif faim zéro d'ici 2030. Malgré quelques progrès réalisés, la situation de groupes vulnérables en matière de sécurité alimentaire et de nutrition risque de se détériorer davantage en raison des conséquences sanitaires et socio-économiques de la COVID-19. Des effets du réchauffement climatique et des conflits armés. La sécurité alimentaire reste un des sujets préoccupants de notre sous-région. En effet, selon les rapports de la FAO sur les perspectives des récoltes et situations alimentaires, publié en juillet 2021, 45 pays à l'échelle de la planète, dont 34 en Afrique, continuent d'avoir besoin d'une aide alimentaire extérieure. Les conflits et les déplacements des populations, ainsi que les chocs climatiques, notamment les préventions pluviométriques, peu favorables en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, demeurent les facteurs critiques qui compromettent les perspectives de production et contribuent au taux actuellement élevé d'insécurité en République démocratique du Congo, était estimé en situation d'insécurité alimentaire. Entre février et juillet 2021, le plus haut niveau jamais enregistré. Cela s'explique par des graves répercussions de la COVID-19 sur l'économie nationale et par les conflits en cours, notamment dans les provinces de l'Ituri, du Nord Kivu, qui a provoqué des déplacements d'environ 415 000 personnes et la précarité des ménages confrontés à un accès très difficile à la nourriture. Il en est de même des déplacements massifs des populations à la suite de l'éruption en mai 2020 du volcan Nyiragongo. C'est donc non sans raison que la FAO, à l'instar des autres agences du système des Nations Unies, continue à faire son plaidoyer auprès des parlementaires pour que la question de la lutte contre la malnutrition
et l'insécurité alimentaire restent au cœur de l'agenda de leurs travaux en raison de leurs responsabilités législatives, budgétaires et de contrôle sur l'action du gouvernement. Et de l'expérience acquise par les parlementaires membres de l'Alliance de notre sous-région, je ne doute pas un seul instant du succès des travaux de Kinshasa et du lancement effectif de l'Alliance parlementaire pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle en République démocratique du Congo. Tout en souhaitant plein succès aux présentes assises, je déclare ouverte la journée de sensibilisation de parlementaires, d'élaboration des textes statutaires et du lancement de l'Alliance parlementaire pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle en République démocratique du Congo. Je vous remercie. Le député gabonais Ndongo Obame Serge. Madame Mamadou Taïkou Aïssa de la FAO. Elle est chargée de la nutrition au niveau de la sous-région CEAC. Nous allons à présent demander à tous les députés et sénateurs ici, ils seront applaudis par la salle, députés et sénateurs. Merci. Je peux présenter les membres du gouvernement qui sont dans ce programme, mais ils sont en Conseil des ministres. Il y a le ministère du Plan, le ministère du Développement rural, le ministère de l'Agriculture, le ministère de la Santé, l'Agence du système des Nations Unies, FAO, PAM, UNICEF, OMS, Coordination humanitaire. Si cela peuvent s'élever, nous allons également les accueillir. Merci. Programme national de nutrition, ils sont là. Nous avons les deux bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat qui sont représentés au Sénat par le deuxième vice-président. À l'Assemblée nationale, il y a le deuxième vice-président également, il y a le rapporteur et il y a le questeur adjoint qui peuvent également être accueillis par la salle et applaudis. Cérémonie, s'ils sont là et peuvent s'élever, nous allons également les accueillir. Les experts qui sont là, qui sont venus de Brazza. Oui, et de la terre également. Faites de la rencontre. Deuxième vice-président du Sénat, vénérable deuxième vice-président du Sénat de la République démocratique de la République du Congo, s'il vous plaît, honorable deuxième vice-président de l'Assemblée nationale de la République du Congo et de la République démocratique du Congo, honorables et sénateurs, distingués invités. Les objectifs de l'atelier se présentent comme suit. Objectif général. L'objectif global de la journée de sensibilisation est d'amener la communauté parlementaire de la RDC
en tant que garante des engagements politiques et économiques, a joué un rôle plus accru dans la lutte contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle afin de contribuer au développement informé sur la problématique et les enjeux de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. 2. Les parlementaires sont briefés sur l'importance des alliances parlementaires dans le cadre de la lutte contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle dans le monde. 3. Les capacités des parlementaires sont renforcées. Voici les objectifs de l'atelier sur la sensibilisation de la lutte contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle d'aujourd'hui. Je vous remercie. Comment éviter la crise alimentaire? Heureusement que nous avons un pays, en Afrique bien sûr, mais nous avons un pays où nous ne pouvons pas souffrir de la crise alimentaire. Maintenant, il faut mettre les mécanismes en place pour que cela soit effectif. Nous ne voulons plus les chansons, que nous avons 80 000 hectares de terres arables, nous avons, non. Nous voulons maintenant, ensemble avec les autres, voir les techniques appliquées ailleurs que nous pouvons amener ici pour donner à manger à notre peuple afin qu'il soit content et satisfait. C'est juste ça. Le problème est que dossier central. Si tu as un peuple congolais qui fait son travail, il y a un député qui pour elongo na bango. Bango ba yebi ke biso toza bien. Bango kamuso ba yebi ke biso toza bien. Toza na mabele ya bien. Mais nzoka nde biso moko pe population azokufana. Nde biso pe to comprendre que non donc bato bazo ko envier biso mais biso mo tozo ba to zo sikoyo mambi oye bongami pour que to pesa peuple kolia bolia kapinza bien biloko kitoko to diminuer non importation. To ko importer ata ndembe ata yo moko. Hein? Na tomate to ko zo tomate ya bapa. Na mafu de tozwi ndingisa ke toluka moyen ndenge ni peuple là kitoko na molona otozana na mabele tozana. Et nous pensons qu'avec l'appui, l'implication des parlementaires, on aura un plus, on aura une attention beaucoup plus appuyée sur ce secteur vital pour nous. Parce que si vous ne mangez pas, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pourriez même pas intervenir. Quelle est la gravité de la sécurité alimentaire à l'heure actuelle? Bon, je l'ai dit tout à l'heure,
Actuellement, nous sommes à 27 millions de personnes en RDC qui sont en insécurité alimentaire. 27 millions de personnes, je ne sais pas si vous imaginez bien ce que ça représente. Il y a des pays qui n'ont même pas cette population. Donc c'est une situation très grave, très préoccupante, à laquelle il faut véritablement accorder une attention. Et la prochaine étape? La prochaine étape, c'est maintenant l'action. Aujourd'hui, nous mettons en place l'alliance. Maintenant, après la prochaine étape, c'est le travail des secteurs. On aille vers la sécurité avec des actes. Pensez-vous que la loi... Devenir un jour mère qui va donner la vie et non une mère qui va donner la mort. Voilà les problèmes qui se posent dans notre pays par rapport à la croissance ou à la malnutrition de cet enfant qui s'installe. Et je viens de dire, la situation est irréversible sur un enfant souffrant de la malnutrition de la santé des enfants de moins de 7 ans. En République démocratique du Congo souffre de la malnutrition chronique. Quel sera l'avenir de ces enfants? Voilà la situation du pays. 26 provinces ont des prévalences qui ont dépassé les seuils de sévérité de 40%. Or, le seuil acceptable, c'est 20% et le seuil d'urgence, c'est 40%. Pour que nous puissions intervenir ensemble avec les partenaires qui appuient le programme national de nutrition, le seuil d'urgence est à 40%. Or, nous, dans notre pays, 21 provinces déjà ont des prévalences qui dépassent les 40%. Il n'y a que 5 provinces dont je peux citer, il y a Kinshasa, Congo central, Maïndombe, Équateur et puis Ojuele. Mais si je vous donne les pourcentages, Kinshasa c'est 15,6%, Congo central 35,2%, Maïndombe 38,8%, Équateur 35%, Ojuele 35,2%. Or, les serres acceptables, c'est 20%, les serres d'urgence, 40%. Nous pouvons dire ceci. Si nous n'arrivons pas à intervenir à temps, même les 5 provinces vont basculer pour devenir dans la prévalence qui dépasse même les seuils de sévérité de 40%. Les cantines scolaires, et aussi du rôle que cela peut jouer dans le continuum de la nutrition. Donc avant de commencer ma présentation ici, je voulais d'abord vous parler d'une étude récente qui a été menée au niveau global, qui s'appelle donc les Disease Control Priorities. C'est une étude qui est menée au niveau international, menée par la Banque mondiale, et qui essaie en fait de voir un peu quels sont les problèmes à venir et comment les résoudre. Et dans cette étude récente qui a été publiée donc, il y a à peu près 1 ou 2 années, et jusqu'à l'âge adolescent. Parce qu'à chaque étape, l'enfant et l'adolescent a besoin d'avoir une nutrition adéquate pour pouvoir se développer correctement. Donc je voulais d'abord parler de cette étude avant de faire, avec votre accord, de passer à la présentation. La diapo suivante. Comme vous le savez, le programme alimentaire mondial intervient ici au niveau des cantines scolaires depuis 2001 par un projet pilote qui a commencé à Kinshasa et qui a été étendu maintenant dans plusieurs provinces et qui est même allé vers les années 2013 à couvrir presque 2 millions d'enfants. Et beaucoup d'éléments sont sortis de cela. On a vu que par exemple au niveau de l'éducation et de l'éducation, il y a eu beaucoup d'avancements sur la rétention, mais aussi sur l'accès à l'école. Vous savez que le PAM a gagné le prix Nobel de la paix l'année dernière en luttant contre la faim, parce que la faim joue un rôle important dans la paix et la stabilité d'un pays. Et donc dans cette recherche pour mener à la nomination du PAM pour le prix Nobel de la paix, les études ont été faites sur la RDC ou bien ont été utilisées, les études qui ont été menées ici ont été utilisées pour arriver à cela. Donc tout cela pour montrer que les cantines scolaires ont eu un effet peut-être sur la stabilité et aussi sur le nexus ici au niveau du pays. Pour le PAM, c'est une manière de changer des vies. Parce que le PAM, comme vous le savez, est très bien connu pour son action humanitaire, pour sauver des vies,
quand nous avons des problèmes de déplacés internes dus au conflit, quand nous avons peut-être des inondations, le PAM intervient dans le système humanitaire. Et ce qui fait à peu près 80% de notre budget, qui serait à peu près à 400 millions de dollars dans le pays. Mais toujours est-il que le PAM a vu que les urgences ne suffisent pas. Il faut aussi essayer de changer les vies pour passer au nexus et au développement. Donc les cantines scolaires jouent un rôle important dans ce créneau. Je voulais aussi partager avec vous une diapo qui est assez intéressante, qui parle un peu du développement du capital humain. Comme vous le savez, la Banque mondiale mesure ce développement du capital humain et chaque année, un rapport est publié pour montrer où les pays sont. Donc c'est un peu différent de ce que le PNUD publie pour l'index. Ce capital humain, en fait, prend en compte l'éducation et la santé comme deux critères importants. Et vous pouvez le voir dans cette diapo. Un enfant qui est né en RDC actuellement aura seulement 37% de sa capacité productive que si cet enfant avait bénéficié d'une éducation et d'une santé adéquate. Ce chiffre n'est pas loin du chiffre que l'on observe dans beaucoup de pays africains. Nous sommes en général en dessous de la moyenne dans beaucoup de pays. Moi, je suis originairement du Sénégal, même si je vis actuellement aussi au Canada, mais je travaille ici en RDC. Au Canada, par exemple, l'index se situe à peu près à 80, à 0,8. Donc, vous voyez, l'éducation et la santé sont deux volets qui sont assez importants. Heureusement aussi qu'ici, dans toutes les politiques, l'éducation et la santé sont bien prises en compte. Et comme vous le savez aussi, vous avez appuyé l'insertion d'une ligne budgétaire dans la loi des finances depuis 2020 qui porte sur les cantines scolaires. Et je vais suivre aussi un peu sur le pas de ma collègue qui vient de parler pour le Pronamut ou bien le SUN, que cette ligne budgétaire aussi, nous voudrions votre appui pour qu'elle soit. C'est un des rôles principaux en fait des cantines, à part lutter contre la faim immédiate. Pour ce qui est de la santé, je crois que nous avons aussi beaucoup d'experts ici dans la salle. Il y a une réduction de la faim, mais il y a aussi peut-être un début de rôle dans la nutrition. Parce que la nutrition, comme je disais au début, c'est un continuum, c'est une continuité. Si on prend un enfant donc jusqu'à l'âge de quelques mois et qu'on s'arrête, on voit que peut-être il y a un problème pour faire ce suivi après. Donc, la tranche d'âge dont nous parlons ici est une tranche d'âge qui est souvent oubliée quand on parle de nutrition. C'est la tranche d'âge qui va de 6 ans à 14 ans à peu près. Donc, mais quand on fait aussi l'alimentation scolaire, on a aussi des activités connexes, comme le déparasitage. Le déparasitage est assez important. Parce que nous voyons qu'il y a une charge assez importante au niveau du pays, dans toutes les zones de santé, il y a une charge importante de verre et malgré la quantité de nourriture que l'on donne, si l'enfant a une charge, il est facile d'obtenir des financements au niveau des urgences ici à RDC, mais c'est plus difficile de les obtenir au niveau du développement. Donc là, c'est le gouvernement qui doit venir et qui doit aussi mobiliser les grands bailleurs comme la Banque mondiale et la Banque africaine. Chaque fois qu'il y a des cantines qui sont menées, que les enfants puissent être à côté d'une zone de santé, bien, avoir ce lien avec la zone de santé pour faire des visites médicales, vitamines, tout ce qui est apport aussi en déparasitage et autres. C'est aussi pour montrer qu'au niveau du PAM, nous sommes vraiment très conscients des capacités du gouvernement, mais pas seulement de la RDC, mais aussi des pays africains. Donc le PAM est là avec une stratégie de transition, pas seulement à court terme, mais à moyen terme et à long terme. Diapo suivante. On peut peut-être passer à la diapo suivante. Donc ça aussi, c'est pour nous lier un peu à la demande du gouvernement. Comme vous le savez, la stratégie sectorielle du gouvernement en matière d'éducation, donc 2016 à 2025, a bien inscrit les cantines scolaires dans cette stratégie pour une mise en œuvre dans 3000 écoles d'ici 2025. Diapo suivante. C'est aussi une bonne occasion de parler un peu du PAM dans sa globalité. Comme je disais, nous avons un budget qui est assez significatif, qui est à peu près à 500 millions de dollars quand on considère toutes les interventions, si je ne me trompe. Donc nous avons 4 grands domaines. Le premier que vous voyez, c'est sur les urgences, c'est là où nous avons, et c'est là où nous avons donc les cantines pour l'activité 4. Ensuite, nous avons aussi des activités de résilience dont je parlais, ces activités qui sont financées, qui sont bien financées, je veux dire, par des pays comme la Suède, des pays où
toujours dans ce sens, qui va de l'appui à l'obtention des terres jusqu'aux bonnes semences, jusqu'à la production. Et nous sommes en train de parvenir à organiser ces petits producteurs pour qu'ils puissent produire assez pour leur famille et pour avoir un excellent et vendre. Nous leur donnons aussi un marché à pouvoir commencer à apprendre à vendre. Il y a plus de 7, donc vous savez que le Programme alimentaire mondial aussi gère une compagnie aérienne qui se déplace dans tout le pays. Je pense qu'on passe aussi à la diapo. Voilà. Donc ça, ce sont nos partenaires avec qui nous travaillons. Les fonds globaux de l'éducation, comme par exemple l'éducation, le Fonds mondial pour l'éducation et aussi le Fonds mondial pour l'éducation dans l'Afrique. Diapo suivant. Oui, ça je pense que c'est une diapo à laquelle je voulais arriver, peut-être avant de conclure, pour donner un aperçu de là où nous sommes en train de mettre en œuvre les plantes actuellement. Comme je disais avant, nous avions une présence beaucoup plus importante, mais c'était comme c'est des fonds qui nous viennent donc des bailleurs, nous sommes un peu dépendants donc de l'humeur, si on peut dire, des bailleurs. Donc actuellement, nous sommes au nord Kivu, au sud Kivu, au Tanganyika, au Kasaï oriental, et nous couvrons à peu près un peu moins de 200 000 élèves dans 300 écoles. Ce n'est pas beaucoup, mais ça nous permet de maintenir au moins des modèles d'école pour pouvoir transférer au gouvernement en l'appuyant donc dans sa politique de mise en place d'un programme national des cantines scolaires. Oui, donc notre stratégie de sortie, c'est une appropriation par les communautés. Donc nous faisons beaucoup de travail au niveau des communautés pour qu'ils sentent que, en fait, la nutrition de leurs enfants à l'école permet aussi le développement de la communauté. Appropriation par le gouvernement. Une question, c'est plutôt une contribution. Je m'adresse au représentant de Sekedi, a dit la revanche du sol contre les sous-sols. Et je vous ramène en Chine. La Chine a je me permets de vous parler de l'INERA. L'INERA est en train de développer une réflexion avec le ministère de l'Agriculture, ça c'était l'ancien gouvernement, où il dit, si on distribuait, si nos 80 millions de terres arables, si on distribuait à chaque Congolais 1 hectare, et je sais ici que les honorables députés vous avez des hectares, des milliers d'hectares, mais que vous n'arrivez pas malheureusement à mettre en valeur parce que vous n'avez pas suffisamment de ressources. Et par rapport à 1 hectare qu'on peut distribuer à chaque Congolais, et on fait ce qu'on appelle la permaculture. La permaculture, c'est cultiver à la fois tout ce que nous avons comme culture vivrière, même la pisciculture, tout ça va faire en sorte que les problèmes de nutrition, et les problèmes, tous les problèmes de l'insécurité alimentaire, chaque Congolais, si chaque Congolais pouvait mettre en valeur 1 hectare par an en permaculture, on cultive à la fois le riz, on cultive à la fois les légumes, et tout ça va résoudre les problèmes de nutrition au niveau des familles et éventuellement au niveau de l'ensemble du pays, parce qu'on peut vendre les surplus. Et à Kinshasa, dans le bon mire climatisé, les organisateurs fait beaucoup de discours bien embellis avec des français clairs, mais par moments l'Ouest. Et quand je parle de Grand Équateur, je prends de la Tchouapa, je parle de Grand Équateur. L'Ouest par moments est délaissé. On intervient plus, je ne suis pas tribal, mais mes amis peuvent me comprendre. Il faut voir combien d'organisations internationales qui sont à Goma, à Bukavu, j'en passe. Là, vous le savez. Mais quand je prends la partie orientale, Équateur, le Grand Équateur, je ne sais pas ce qui se passe. Mais heureusement que, madame, vous avez eu le courage de démontrer noir sur blanc qu'à la Tchouapa, il y a un problème de malnutrition. Nous avons la grande forêt, nous avons les gibiers, nous avons des poissons. Mais étant donné que la Tchouapa, à elle seule, a 5 aires protégées. Et ce sont les aires protégées qui prennent la grande part. Et on est défavorisé. Il n'y a pas des alternatives. Et les enfants, je vous informe aujourd'hui, c'est dans cette salle,
À la Tchopa, on n'a pas connu vers les années 77, c'était même 80, mais actuellement, il y a je ne sais pas ce que je peux dire, les restaurants, vous prenez une poule, on coupe des petits morceaux pour vendre ça. Communément, des petits restaurants, on vend ça à la cité. Oui, on les vend comme ça, et puis un canard, on le coupe pour vendre ça. C'est comme si on est vraiment oublié. Alors, même si vous nous demandez aujourd'hui les élites pour que nous puissions intervenir, oui, mais par moment, la politique, aussi la politique nationale, ne nous facilite pas. Et s'il faut aller chercher quelque chose dans les parcs, on vous tue, on vous arrête. On vous tue, on vous arrête. Il n'y a pas de retombées dans ce sens-là. Alors, ça pose problème. Vous savez très bien que la Tchopa est défavorisée. Vous n'amenez même pas d'émission là-bas. Et on peut même dire qu'on fait l'élevage, le petit élevage, l'agriculture, mais les infrastructures. Tu ne peux pas faire 5 km sans trouver l'eau. Il n'y a pas moyen de passer. Les routes de décès agricoles, là, ça touche le monsieur de l'agriculture. Les routes de décès agricoles ne sont pas bien entretenues. Donc on a un problème sérieux, je ne sais pas. Je peux même dire que parce que mon bouton fait 32 ans, que les négociations ne pensent pas à cette grande province, mais nous comprenons et nous nous assumons. Je ne vois pas pourquoi nous allons dire. Je suis seulement désolé de vous dire ça parce que ça touche mon cœur. Donc, on n'est pas pris en compte dans les négociations. Hier, nous avons parlé même dans les ratifications. Ce sont des procès. Comme vous le savez, nos populations, surtout dans mon territoire, l'activité principale, c'est l'agriculture. Et à l'époque, et là c'est l'ami de l'agriculture, nous avions des moniteurs agricoles qui circulaient dans tous les villages. Et un enfant majeur devrait avoir par an des champs. Je pense qu'on n'avait pas de problème de malnutrition. Et là, je demande au ministre de l'Agriculture, pourquoi ce système qui était accepté, qui a fait quand même des espoirs, a été arrêté, avec les ingénieurs agricoles qui n'arrivent même pas au village. Je reviens au niveau de malnutrition. Il a fallu aussi c'est l'ami de développement rural. On ne peut jamais parler de l'agriculture sans route. Et dans nos territoires, quelle est l'expérience? On a le premier champ, à la fin, on ne sait pas écouler tout ce qu'on a produit, et ça crée la fatigue et les gens ne veulent plus. Conséquence, c'est la famine. Est-ce que vous pouvez évoluer l'agriculture dans ce système sans aussi associer les ministères du développement rural? L'ami qui a parlé de nutrition au niveau scolaire. Mais dans nos villages, on ne sent pas ça. Il n'y en a pas. Moi, je me rappelle quand j'étais à l'école primaire, on prenait du thé à l'école. Et le moniteur surveillait si on a mangé. Ce qui ne se peut pas aujourd'hui. Mais nous aussi, les politiques, les gouvernements, nous avons une responsabilité. Quel est le budget qu'on donne à l'agriculture? Quel est le budget qu'on donne au ministère de la Santé par rapport à la nutrition? C'est ça aussi le problème. Il ne faut pas seulement faire beaucoup de plaintes avec des mille de lamentation, alors que nous-mêmes, nous sommes les acteurs de cette situation. Voilà ce que je voulais dire, et sans oublier aussi les conflits intercommunautaires. Merci beaucoup. Madame, vous avez parlé de la femme, de la fille que nous devions, comment dirais-je, protéger, encadrer, pour qu'elle ne devienne pas demain porteuse de mort, mais qu'elle devienne porteuse de vie. Qu'est-ce que le programme prévoit pour cet encadrement de la jeune fille qui, aujourd'hui, mal encadrée, deviendra certainement porteuse de mort, au lieu d'être porteuse de vie? Quand je dis vie, c'est que la fille mère, la jeune fille, doit être bien encadrée,
lorsque la fille n'est pas bien encadrée, on a des grossesses indésirables. Et lorsque la jeune fille tombe enceinte, malgré elle va accoucher. Ça sera encore à rajouter, comment dirais-je, un problème ou soit une difficulté quelconque auprès des parents. Et pour la lutte prévoit pour la jeune fille. Merci. Donc là, j'ai quelques questions qui concernent les trois présentations. Pour ce qui concerne les pronautes, je sais que dans les études d'aujourd'hui, nous disons les niveaux de l'enseignement ABC, mais c'est peut-être pour ça aussi qu'aujourd'hui, beaucoup d'enfants n'atteignent pas dans les écoles des pourcentages élevés, comme nous, quand on étudie, on avait de 90%. Maintenant, il y a très peu d'enfants qui atteignent 80%, 90%. Alors, je me dis, quant aux activités de pronautes, moi, personnellement, quand je vois les différents réseaux qui existent, tels qu'ils ont énumérés, et j'ai été dans plusieurs couches de la population, je n'ai pas vu la vulgarisation, la sensibilisation des pronautes pour les communautés. Aujourd'hui, à Kinshasa, il y a les mamans qui donnent les pâtes de poules à leurs enfants. Ce n'est pas un secret. Les femmes font manger pratiquement des déchets à leurs enfants. Et avec les déchets de manière aussi évidemment. Ça fait que les enfants peuvent croire qu'ils ont mangé quelque chose de consistant, alors que ça ne répond pas du tout aux besoins énergétiques exigés par les organisations internationales. Sache que les déchets qu'elles donnent à leurs enfants ne valent rien, pour qu'elles puissent peut-être donner tout simplement des lacs d'émêlés ou autre chose qui sont quand même des légumes, au lieu de ces différents déchets. Donc pour moi, je crois que pour la lutte, fournir des efforts, mais il reste encore beaucoup de choses à faire, surtout la vulgarisation et la sensibilisation. En ce qui concerne le ministère de l'Agriculture, il est incertain pour personne que les rendements sont faibles et que nos sols ne sont pas tellement producteurs et que les techniques que nous utilisons sont des techniques qui sont rudimentaires et désuètes et tout, obsolètes. Mais je me dis, comment nous pouvons rester insensibles quand dans un pays comme le nôtre, 27 millions de personnes sont dans l'insécurité alimentaire. Ces 27 millions vont de la population du Cameroun, de la Zambie, je crois, de plusieurs pays du Niger et tout. Et l'agriculture, le ministère de l'Agriculture ne change pas les techniques qui sont là, sachant qu'aujourd'hui, ce que nous mangeons avec nos sols, avec les engrais qu'on met dedans, ça ne vaut encore une fois, ça ne vaut pas grand-chose. Ça veut dire que quelqu'un peut manger les légumes, mais il souffre quand même des manques de vitamine C. Parce que ces légumes n'ont pas été produits dans de bonnes conditions. Là, il y a un collègue qui a parlé de la permaculture, des minéraux qui collaborent tout le temps avec le ministère de l'Agriculture. Mais comment est-ce que l'agriculture ne peut pas mettre en place des semences qui sont des semences de résilience et aussi, comme je dis, changer les techniques pour que, même pendant la saison C, qu'on puisse avoir de la production parce que les gens de l'agriculture savent que c'est possible. Donc nous sommes insensibles devant tout ce qui se passe. Nous restons dans les mêmes techniques, les mêmes outils, les mêmes méthodes de récolte, et ainsi de suite, alors que les choses sont en train de changer et nous sommes en plein dans le changement climatique. Je m'en vais maintenant adresser aux Nations Unies. Les résultats des PAM ici et des pronautes ont démontré qu'il y a des provinces qui sont plus touchées que d'autres. Je me pose toujours la même question. Est-ce que les interventions qui sont faites répondent vraiment aux besoins du pays ou c'est juste parce qu'ils avaient leur plan de travail de quelques années, alors on continue à travailler sur ce plan de travail. Le chiffre de 27 millions sont tombés en 2020 ou 2021. Mais déjà en 2019, nous n'avions pas 27 millions, mais on était déjà peut-être dans 20 millions. Et en 2018, ainsi de suite. Je me dis, comment est-ce qu'aujourd'hui, PAM nous présente des zones d'intervention qui sont les mêmes depuis plusieurs années, pendant que dans les pays, les taux de malnutrition est en train d'augmenter, et donc il y a des zones qui sont plus sensibles, mais eux ne changent pas leur politique, et même si, comme ils disent, nous commençons par les urgences, nous passons par les bénéfices, et puis nous allons vers le développement, comment est-ce qu'ils ne peuvent pas bouger aussi pour dire, puisque nous voyons que le taux de malnutrition augmente plus dans tel coin du pays, commençons de plus que les urgences dans ce coin-là du pays pour évoluer, pour que nous puissions arriver à faire quelque chose sans plus de problème. Donc je m'arrête là parce qu'il y a beaucoup de gens qui doivent tailler les choses en question. Merci. Nos problèmes. On va chercher des solutions à nos problèmes.
que je veux savoir, l'argent qu'on va donner là, c'est pour faire des champs, c'est pour faire des routes, ou c'est pour faire des études? Pourquoi j'ai dit ça? L'intitulé ici, je vis, il y a la nutrition, il y a l'alimentation. La malnutrition, c'est une maladie dont le médicament est connu, la nourriture. De tout ce que vous avez dit ici, je n'ai pas vu là où on organise la production de cette nourriture de manière durable. Et alors je veux savoir, parce qu'il faut qu'on le tienne, nous ne devons pas se mettre content que pas obligé de nous nourrir. Quand la bouche est à Brazzaville, le ventre à Kinshasa, un jour vous mourrez en famille. Qu'est-ce qui est prévu pour que la malnutrition soit combattue par nous-mêmes? Deuxièmement, nous avons le ministère de l'Agriculture. Je vis qu'ils sont invités, il est invité ici. Nous avons le ministère de la Santé, je vis qu'il est invité ici. Est-ce que c'est une façon de les interpeller que dans les différents secteurs, ils ne font rien? Parce que je pense, lorsque l'on connaît déjà où est-ce qu'on peut trouver solution, je pense qu'on ne peut pas aller ailleurs. Le problème est que le problème de la malnutrition, le problème de la production, le gouvernement a des canaux mis en place pour résoudre ces problèmes. Mais je suis ici qu'il y a un budget de 500 millions pour l'intervention du pape. Vous êtes sûr que notre de la Banque mondiale, l'intervention de la Banque mondiale, est-ce que nous sommes sûrs, nous députés, soyons conséquents? Dans notre budget ici, nous pouvons trouver 500 millions à allouer à ces genres de formation. Mais déjà les 500 millions là qui viennent, que voyons-nous? Parce que les serpents, on va les tuer avec les bâtons qu'on a. Déjà avec ça, qu'est-ce que nous avons de pata? C'est ça que je vous demande. Parce qu'il ne faudra pas que l'on vienne de toutes les organisations. Nous savons comment l'argent vient, comment il est utilisé. Et même nous, aujourd'hui, nous sommes aussi en bout de vide. Parce que notre présence ici justifiera quelque chose, à moins que les gens ne le savent pas. Mais je voudrais ici, chers collègues, vous rassurer que je crois vous avoir lu les objectifs de l'Alliance au début, n'est-ce pas? Toutes ces questions-là vont être traitées lorsque nous allons commencer à fonctionner. Hein? C'est ça la mission d'un élu. Contrôler le problème. Qui parmi vous a interpellé une fois le ministre de l'Agriculture ou le ministre de la Santé par rapport à cette question décidée? Le ministre de l'Infrastructure. Non, monsieur les parlementaires, je sais que vous aimez beaucoup parler, même si on ne sait pas parfois si vous l'avez dit ou pas. Mais entendons-nous, on est là aujourd'hui ensemble pour un problème commun, n'est-ce pas? Et pour qu'on trouve une solution, il faut qu'on s'y comprenne. Donc vous avez dit qu'il y en a parmi vous et qu'il y avait déjà intervenu. Et quelle est la réponse que vous avez? Il a été protégé. Il a été protégé, ça ne veut pas. Mais en fait, je pose la question. Non, en fait, je pose la question pour savoir s'il y a déjà demandé si tout le monde est conscient de la situation dans sa circonscription. Bon, nous avons vu qu'il y en a plein. Même que ici on a monté des zones où la situation est acceptable. Donc vous regardez en réalité les zones qui sont en situation d'alerte, plus les zones qui sont en situation d'urgence, c'est plus de 80% des zones. N'est-ce pas? Aujourd'hui, on s'est retrouvés ici dans cette salle avec vous. Mais je voudrais juste vous dire que ce n'est pas seulement ici que nous sommes en train de faire cet exercice-là.
Cet exercice a commencé depuis 2017, peut-être ni période Covid, on aurait déjà avancé. Est-ce que comment s'il vous plaît, Sénat, ici représenté par le deuxième vice-président du Sénat, le deuxième vice-président du Sénat de la République du Congo, honorable deuxième vice-président de l'Assemblée nationale de la République du Congo, honorables députés et sénateurs distingués invités. En prévision de la mise en place de l'Alliance parlementaire de la RDC pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle, il équipe des honorables députés nationaux et sénateurs a procédé à l'élaboration du projet d'acte fondateur, à savoir la décision conjointe des présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat portant création de l'Alliance ainsi que le projet de son règlement intérieur. Dans cet ordre d'idées, il nous paraît important de rappeler que la Constitution de la République démocratique du Congo, à son article 47, garantit à tout citoyen les droits à la santé et à la sécurité alimentaire. Par ailleurs, notre pays étant parti à plusieurs protocoles par lesquels il a pris au niveau international, régional et sous-régional pas mal d'engagements pour mettre un terme à la faim et à la malnutrition. Tout récemment, les présidents de nos deux chambres ont signé à Brazzaville le 21 novembre 2019 la déclaration des parlementaires du pays de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, visant principalement l'institutionnalisation des rencontres parlementaires et la République du Congo. S'agissant des objectifs, le règlement intérieur prévoit les points suivants. 1. La lutte contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. 2. L'organisation des campagnes de sensibilisation sur les questions alimentaires et nutritionnelles. 3. L'appropriation des ODD. 4. L'initiative des lois relatives à la sécurité alimentaire et nutritionnelle ainsi que leur suivi et évaluation. 5. L'interpellation du gouvernement sur la politique publique en lien avec la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Les règlements intérieurs prévoient que tous les députés nationaux et sénateurs soient membres de l'Alliance. Leurs droits et leurs devoirs étant que membres y sont définis. L'Alliance de la République démocratique du Congo a la fierté d'avoir abrité ce jour les assises de la journée de sensibilisation des parlementaires, d'élaboration des textes statutaires et de lancement officiel de l'Alliance parlementaire de la RDC pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle. La sécurité alimentaire et nutritionnelle est certes une priorité pour toutes les nations. C'est ce que disent les Chinois, nous sommes ce que nous mangeons. Il y a donc de quoi s'approprier l'objectif. Zéro faim comme mot d'ordre dans nos nations et pourquoi pas dans nos ménages, qui est un rôle régalien pour les députés. Valoriser le secteur agricole dans nos pays dans l'ordre d'accroissement de la production et la transformation des produits afin de permettre à nos populations d'avoir 3 repas recommandés les jours par personne et non 1 ou 2 repas pendant que nous regorgeons des millions d'hectares de terres arables. Contribuer à la réduction du déficit de la balance des paiements qui affecte négativement
nos économies à la suite de l'importation des aliments productibles dans nos pays naturellement capables de se nourrir et de nourrir d'autres nations. Légiférer dans le secteur de la nutrition et sécurité alimentaire pour assurer la survie de nos populations. Organiser des campagnes de sensibilisation autour des questions nutritionnelles et de sécurité alimentaire en se montrant comme modèle à suivre, comme par exemple un député, un chat pilote dans sa circonscription électorale, un ménage, un chat ou un ménage, un jardin. Mener un plaidoyer pour que la sécurité alimentaire et la nutrition intègrent les curricula scolaires à tous les niveaux de la formation comme une thématique transversale importante. Focaliser donc énormément sur l'éducation alimentaire et nutritionnelle auprès des adultes, des jeunes et des enfants. Tout en appréciant à juste titre les nous déclarons close la journée de sensibilisation des parlementaires, d'élaboration des textes statutaires et de lancement de l'Alliance parlementaire de la RDC pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Je vous remercie. La situation de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans notre pays, les différents intervenants sont passés pour les intervenants techniques, je précise. Hein. Il y a le PAM, le Programme mondial d'alimentation. Il y a le PONANUT qui est le Programme national le Programme national pour la nutrition. Il y a aussi nos amis de la FAO qui sont passés pour démontrer comment la situation était catastrophique. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est d'abord qu'il y a eu un bon nombre de députés et sénateurs parce que nous sommes élus du peuple. Et tous ces députés et sénateurs s'est posé des questions sur cette situation. Et ils cherchaient comment se mettre ensemble pour combattre ces fléaux. Mais aujourd'hui, ils viennent de trouver la piste. En créant cette alliance, c'est pour que nous cherchions, nous tous, ces sénateurs et députés, les sénateurs et députés, cherchons comment combattre ces fléaux. En créant par exemple les lois qui pourront permettre au bon fonctionnement de nos institutions, c'est-à-dire le gouvernement qui est l'organe exécutif, voire les secteurs concernés, notamment l'agriculture, pêche et élevage, les infrastructures, l'éducation même, parce qu'on a prouvé ici par les techniciens, par les intervenants que le secteur de l'éducation est aussi important parce que les femmes ou les parents doivent être suffisamment informés pour pouvoir nourrir leur famille, n'est-ce pas? Donc tous ces secteurs-là sont concernés et nous, les parlementaires, nous allons voir comment faire le suivi avec tous ces secteurs-là pour que finalement nous ayons une bonne alimentation équilibrée et surtout pour la bonne santé des Congolaises et Congolais. Honorable Lani, comment comptez-vous pallier aux préoccupations des députés? J'ai fait allusion au financement. Par exemple, il y a certaines provinces qui ne sont pas en équilibre. Je donne l'exemple du Grand Équateur par rapport également au Nord Kivu. Nous voyons que plus vous êtes concentrés là-bas, mais d'autres provinces sont négligées. Comment vous comptez vous y rendre pratiquement sur le terrain? Honorable, l'argent, ça, que personne ne veut. Il suffit
s'agit maintenant de canaliser ça. Il suffit de créer et vous allez voir que les moyens seront là. Mais nous savons qu'il y a beaucoup de détournements dans ce pays. Il y a les têtes, je vous dis, qui passent inaperçues pour pouvoir donner les bons services aux Congolais. Et les têtes là, moi je pense que nos autorités, si elles ont vraiment besoin de rendre un bon service à la population congolaise, les têtes sont là. À l'Assemblée nationale, il y a les têtes bien faites, bien composées pour trouver l'action. Même ceux qui ne sont pas ici avec nous, à la société civile, les têtes aussi y sont. Donc c'est pour dire que l'argent est bel et bien là, mais c'est seulement comment les têtes doivent fonctionner pour les trouver et le matérialiser. Vous pouvez vous présenter, vous êtes qui? Je suis honorable Annie Moukouza, élue pour la deuxième fois, j'ai pris 16 ans, de la circonscription électorale de Boudjala, dans la province du Sud. Voilà. Et par rapport à l'activité, vous êtes? Je suis jusque-là le point focal. Donc c'est moi la porteuse de ces projets au niveau du Parlement. Je vous en prie.